cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et je vous propose aujourd'hui d'entrer dans l'aventure de la vie d'un homme qui a consacré une bonne partie de sa vie à la guérison, autant physique qu'intérieure, après une jeunesse très souffrante. Jean-Philippe de Tonac, bonjour. Bonjour. Jean-Philippe de Tonac, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes romancier, essayiste, vous avez publié des ouvrages d'entretien, notamment avec Umberto Eco, Théodore Monod, ou des essais comme avec Frédéric Lenoir. Vous avez été dessinateur, éditeur. C'est à peu près complet ou il manque des choses ? Oh, ça me paraît bien. Ça vous paraît bien. Alors on peut y aller. Vous avez un livre qui marque un tournant dans votre vie, c'est Le Cercle des Guérisseuses. On en parlera certainement. Publié en 2019 aux éditions Trédaniel. Un autre qui a reçu le prix Écriture et Spiritualité, c'est Azim, publié en 2016 chez Actes Sud. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est à l'occasion de la sortie toute récente, on se rencontre au tout début du mois d'avril, d'un nouveau livre, Le temps minéral de la guérison, toujours chez Actes Sud. L'écriture, vous l'employez, vous le dites, Jean-Philippe de Tonac, dès le début de ce livre, c'est pour travailler votre guérison. L'écriture, c'est un remède à tous les maux et tous les tourments qui traversent l'homme. J'ai l'impression, oui, qu'on retrouve cette thématique chez beaucoup d'écrivains. Organiser, c'est Lichtenberg qui disait, je crois, écrire, c'est organiser le chaos à l'intérieur de soi. Pour moi, qui ai commencé d'abord à m'exprimer par la peinture, le dessin, j'ai senti que les mots, nous sommes des êtres de langage, que réussir à mettre sa difficulté, son conflit en mots permettait déjà une avancée significative dans cette voie qu'on pourrait appeler voie de guérison. À l'époque, je me sentais pas malade comme je me sens aujourd'hui, comme je nous sens aujourd'hui. À l'époque, je voyais plutôt une espèce d'aventure spirituelle. C'était plus ambitieux. Et puis, oui, l'écriture a été ce fil d'Ariane dans mon existence, me permettant, je crois, de progresser comme l'alpiniste qui se tient à une corde que quelqu'un avant lui a placée, etc. Oui, je pense que l'écriture est absolument incontournable, indispensable dans mon cas. L'écriture, une profonde poésie, un attachement à la terre. Le livre commence au cœur de votre maison, dans votre nouvel ancrage depuis pas très longtemps, je crois quelques années seulement, vous êtes dans le Gard, près d'Uzès, près du mont Bouquet, des lieux dont vous venez à nouveau de me dire l'importance de ce mont qui est comme un cétacé endormi à votre horizon personnel. Oui, c'est ça, nous avons quitté Montmartre. Une autre montagne. Un mont analogue, on y viendra peut-être tout à l'heure. J'évoque là un titre d'un écrivain qui a compté beaucoup pour moi, René Daumal, Mont analogue. Oui, Montmartre est un mont analogue. Et j'ai retrouvé effectivement devant mes fenêtres, dans un petit village où on a décidé de s'installer il y a 2 ans, c'est pas très ancien, dans une très belle maison, surtout avec une vue assez spectaculaire sur le mont Bouquet, qui est le mont dominant de la région, et le départ des Cévennes. Et ce minéral... J'allais le dire. Ce minéral est très parlant parce qu'on a l'impression d'une bête qui avance, qui n'avance pas. Un petit peu comme quand vous regardez un escargot, vous ne savez pas s'il a vraiment progressé depuis l'heure où vous êtes là à le contempler. Donc je regarde ce mont Bouquet avec l'idée qu'il est en train de se déplacer légèrement, minéralement. Et peut-être qu'il se déplace. Et puis voilà. La Terre tourne finalement. Oui. Et alors le livre commence aussi, on est au cœur de l'hiver, j'ai bien aimé cette image parce que vous avez choisi d'aller dans la pièce la plus chaude de la maison, surtout qu'au début je crois que vous n'aviez pas prévu le chauffage dans la maison, donc c'était pas très évident. Donc on imagine, ça doit être quand même un peu froid les hivers, même là-bas, même si on est au sud. Vous parlez de ce froid, c'est le même qui pénétrait votre corps d'adolescent, un corps qui était impuissant à activer le feu existentiel. On va évidemment y revenir. Et vous écrivez qu'au moment où vous commencez ce livre, c'est que aussi vous sentez que vous êtes parvenu au temps de votre vie où tout se dessert, ce qui en soi est un miracle, et vous faites l'éloge de la lenteur. Oui, je suis assez surpris de réaliser que ma vie est aujourd'hui si simple quand elle a été si compliquée, où tout
probablement que les gens qui n'ont pas eu trop de difficultés avec leur incarnation ne savent pas à quel point il est difficile d'être un corps. D'avoir un corps, vous voyez, cette problématique, on va y revenir certainement dans notre échange, avoir un corps ou être un corps. Moi, je me bute dès l'adolescence contre cette interrogation. Est-ce que je suis en résidence dans un corps destiné à le quitter, et auquel cas on n'est pas obligé de faire une grande amitié, un grand amour avec quelqu'un qu'on va quitter, ou bien je suis un corps, et ça change la donne. Et au fond, je vais osciller entre ces deux positions, en étant assez peu sympathique avec le corps dans un premier temps. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ensuite, en réalisant que cette embarcation, ou bien cette identité qui est mienne, je dois la materner, je dois en prendre un soin particulier. Donc j'ai souvent été dans mon existence dans des positions extrêmement contraires, avec le même fanatisme. D'où la tolérance aujourd'hui qui émane de moi, c'est que j'ai tellement dit de conneries, si je puis dire, avec foi, qu'après cela, on se dit qu'il faut être prudent. C'est vrai que c'est étonnant dans la vie. On a des périodes de vie où on affirme des tas de choses dans lesquelles on est totalement convaincu. Et quelques temps plus tard, quand on regarde en arrière, on se dit « mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme bêtise ?» ou dire des bêtises. Oui. Il y en a qui ne prennent jamais cette prise en compte, mais ceux-là, je les plains. Oui, c'est assez curieux les parcours que nous pouvons suivre. Il faut cette tolérance pour soi-même aussi, parce qu'on se trompera beaucoup. Et alors, au moment où vous écrivez ce livre, vous avez commencé à l'écrire il n'y a pas très longtemps, il y a un an ou deux. Oui, c'est ça, c'est récent. Et vous parlez donc d'un vrai cheminement spirituel qui vous a invité, j'ai beaucoup aimé cette image, à placer sur un pied d'égalité l'extase et la lessive, la fugace lumière et l'ombre immense. Oui. C'est pas très reluisant un parcours d'hommes et de femmes. On fait vraiment un peu ce qu'on peut. Vous avez écrit un éloge sur la vulnérabilité des hommes. Oui, aussi. Oui. On n'est pas sous les projecteurs le héros ou l'héroïne que nous souhaitions être à l'adolescence, probablement. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'après un travail assez considérable que j'ai mené pour me transformer, pour croître, comme la plante croît. Et regardez, quand vous avez un arbre dans le jardin, au bout de 10 ans, vous n'avez pas vraiment vu qu'il avait pris 10 cm, mais il les a pris doucement, tranquillement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai passé la soixantaine, et dans les années 2015, j'ai senti que je sortais de ces régions capornes où les vents soufflaient si fort, où tout était si difficile, la relation à moi, la relation à mon corps, la relation aux autres, et pour arriver dans cette terre pacifiée. Donc vous vous dites quand même, il y a des fruits du travail opiniâtre qu'on fait. Lent. Ce travail lent, très lent, qui amène cette humilité, parce qu'au terme du parcours, on aura peut-être grandi comme l'arbre de 10 cm, mais ces 10 cm sont acquis. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que pour les générations qui viennent, pour soi-même, si on imagine un destin post-mortem, il y a une croissance. Elle n'est pas celle qu'on imaginait. Je ne suis pas devenu Bouddha, Jésus-Christ, Lao Tse, Pythagore, Socrate, mes maîtres. Mais par rapport à l'être balbutiant, se traînant, tombant, etc., je finis pas trop mal. Enfin, c'est pas tout à fait fini, mais j'ai l'impression d'être arrivé à ne plus nuire à mes proches, parce que j'ai cette paix en moi, et c'est celle-ci que je peux communiquer. Cette paix en vous que vous pouvez communiquer, et vous dites aussi au début de votre livre que c'est peut-être important, il y a peut-être quelque chose à transmettre. Il y a déjà des notes d'espoir, des notes très positives dans ce que vous venez de dire, Jean-Philippe de Tonac. Au moment où nous vivons dans un monde, vous le dites, secoué de fortes convulsions, parce qu'on a des acteurs psychologiquement intranquilles. C'est l'expression que vous avez employée. Vous pensez aux dirigeants de ce monde. Oui, ça c'est un petit peu un autre sujet que j'aborde. Peut-être vous aviez prévu de l'aborder un petit peu plus loin. Pas plus, non. Mais comme vous voulez. Étant a priori un masculin, un être qui s'est incarné dans une condition masculine,
je n'ai pas pu ne pas réfléchir à ce que signifiait être un homme dans une société patriarcale, a priori, qui aurait ménagé les meilleures places aux hommes. C'est comme ça qu'on nous a présenté un petit peu l'histoire. Et on se rend compte que, comme souvent, les dominants, on oublie l'idée d'un travail sur soi, l'idée d'une évolution. Ils sont les vainqueurs, ils sont nés avec les meilleures places, les meilleurs salaires, les meilleurs avantages, et donc c'est acquis. Alors que ceux qui ne sont pas nés dans cette condition-là doivent se battre. J'ai toujours pensé que les femmes, de façon souterraine, avaient organisé la résistance, avaient été condamnées à trouver d'autres moyens d'expression, à travailler, à advenir à la parole, puisque la parole était souvent confisquée. Et l'homme, quand on voit ce que sont les hommes dans cette société patriarcale, c'est confondant. C'est confondant. Et les hommes qui accèdent au pouvoir et qui nous annoncent qu'ils vont réformer le monde sont des gens qui n'ont jamais réformé le monde intérieur. Et ça, c'est quand même, à mon sens, l'annonce de la fin. Parce que notre destin est entre les mains de gens qui n'ont jamais imaginé qu'on pouvait être meilleur que ce qu'on était. Et comment voulez-vous imaginer une suite à l'histoire dans ces conditions-là ? Et avec l'arrivée de Trump, on a presque comme le symptôme de la maladie que nous sommes collectivement. Trump est vraiment la puissance du symptôme traduisant la puissance de la maladie. Et la maladie, c'est le patriarcat, c'est-à-dire imaginer qu'on allait construire le monde avec 50% des représentants d'une condition humaine. 50% qui sont sortis de la photo de famille. Et en plus, c'est celles qui ont mis au monde ceux qui les ont écartés. C'est même un tout petit peu plus que 50%, je crois. Et oui, en plus, oui. Oui. Alors, le temps minéral de la guérison, c'est le titre du livre. C'est un titre intriguant qu'on comprend progressivement quand on lit ce livre, qui est un véritable cheminement. Et dans la minéralité, on comprend aussi, et vous le dites, Jean-Philippe de Tonac, cette notion de la lenteur. Le livre, vous le dédiez à l'équanimité, à l'œuvre artisanale de pétrissage, de sculpture de soie, au destin d'artistes et aux anges qui veillent et qui sommeillent. Il y a des anges qui sommeillent, qu'il faut réveiller ? Je pense que les anges, souvent, s'ennuient d'être dans notre compagnie. Nous sommes un peu ennuyeux, je crois. Il faut réussir à les attirer, à les intéresser à nous-mêmes. Quand je parle de minéralité, il y a beaucoup de choses qui sont exprimées par ce terme. La lenteur, ça va de soi, mais puisque j'ai parlé de cet intérêt pour l'incarnation, je me suis toujours posé la question de savoir comment ma mère, qui n'était pas bien grande, qui faisait 1m65, avait pu réussir à mettre au monde un garçon beaucoup plus grand qu'elle, et un garçon fait à la fois d'un corps destiné à rentrer en décomposition au lendemain de sa mort, et un corps qui est le squelette, qu'on peut retrouver 10 000, 20 000 ans plus tard dans les sables du désert égyptien. Nous avons deux corps, un corps pour la mort et un corps pour l'éternité. J'ai toujours pensé les choses comme ça. C'est une belle formule, ce que j'avais jamais entendu. Ouais, ce corps. Et vous voyez, la minéralité, c'est le fait que dans l'anorexie, je suis arrivé à des poids tout à fait obscènes. Je suis descendu très très bas, donc le squelette était apparent. Et c'était comme une victoire pour moi, c'est-à-dire que je voyais apparaître ce corps d'éternité sous la peau destinée, elle, à une fin prochaine. Et ça ressemblait, c'est idiot, parce que l'anorexie me condamnait à la mort de toute façon. C'était vraiment le sentiment d'une victoire. Vous voyez, ces choses un petit peu paradoxales. On est en train de se mettre à mort en se privant de manger, de dormir et de toute ressource. Et en même temps, on voit apparaître quelque chose qui, pour les autres, ressemble à la mort et qui, pour vous, ressemble à quelque chose qui va dépasser la mort, la vaincre. Alors, votre livre commence par une allégorie sur ces fameuses poupées russes que vous connaissez tous. Vous appelez ça l'épopée Matrioshka,
parce que vous venez de parler, Jean-Philippe de Tonac, de l'anorexie qui vous frappe aux portes de l'adolescence. Vous avez 15 ans, au moment où l'incarnation fait souffrance. Pourquoi cette image des poupées russes ? La difficulté qui apparaît à l'adolescence, c'est la difficulté d'habiter la première des poupées, c'est ce corps. Ce corps qui fait déjà nœud, qui fait obstacle, qui fait souffrance. Et on se rend très bien compte que ce corps est lui-même inscrit dans le corps familial inscrit dans un corps social, le corps social inscrit dans un corps civilisationnel. Et on voit très bien que si on ne parvient pas à habiter le premier, la possibilité d'entrer diplomatiquement avec les autres mondes est improbable. Et donc je vais me battre dans une solitude absolue parce qu'on ne peut pas communiquer sur ce qu'on est en train de vivre, parce qu'on n'a pas les mots. Pendant les 4 premières années qu'a duré l'anorexie, ça ressemble quand même à une épopée mystique. Vous êtes surpuissant. Oui, c'est très étonnant parce que ça vous permet aussi de vivre, vous le dites, dans des états modifiés de conscience. Oui, vous êtes vraiment, pour ceux qui vous regardent de l'extérieur, un être extrêmement curieux. Vous dansez dans votre chambre, vous lisez sans arrêt, vous avez une curiosité insatiable, vous ne dormez plus, donc vous êtes tout le temps en train de travailler, de bouger, etc. Et au fond, pendant 4 ans, vous vivez 40 ans. Enfin, je ne sais pas, c'est tellement intense. Avec des expériences extrasensorielles. Oui, sorties de corps, toutes sortes de choses que j'ai retrouvées ensuite en découvrant les amis du grand jeu, René Daumal, Roger Gilbert-Lecomte, etc. D'où cette fraternité avec eux, parce que je me sentais devenir un peu fou. Et donc 4 ans de vie survoltée qui sont suivis ensuite par des années où vous êtes couché parce que vous avez vidé tous les greniers, toutes les caves. Le corps est sans plus de ressources. Vous êtes allongé, vous êtes mort, quoi, d'une certaine façon. Et comme je suis très orgueilleux, je ne veux pas être aidé et je veux trouver la solution tout seul. Je sais que je me suis trompé et c'est là que j'ai cette illumination un jour dans mon lit qui est de dire pas sans le corps, avec le corps. Il faut refaire amitié avec lui. Il faut recommencer. Surtout qu'à ce moment-là, les expériences extraordinaires que vous viviez dans cette anorexie cessent. Cessent, absolument. Là, vous n'êtes plus qu'un malade. Le corps dit non. Là, il dit, moi, je t'accompagne plus, je peux plus. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Vous avez tout mangé. Tout mangé. Alors, vous l'expliquez, Jean-Philippe de Tonac, il y a une enfance des conditions familiales difficiles. Vous parlez de votre mère, qui est une femme malheureuse. Et vous avez cette expression, on a tous connu des parents qui avaient des attentes. Il y a beaucoup d'enfants qui ont eu des parents qui avaient des attentes auprès d'eux. Votre mère était malheureuse et vous dites, le cœur d'un enfant, il ne survit pas au malheur d'une mère. Une mère qui peut-être vous en demandez trop ? Non. Pas à ce moment-là ? Non. Elle était très fière du garçon survolté que j'étais. Mais c'est une déception ontologique dans ce qui la concerne. Elle attendait beaucoup mieux d'elle. Elle est déçue par sa prestation. Elle est déçue par elle-même. Et elle ne le supporte pas. Elle avait une haute idée d'elle-même et la vie ne lui a pas permis d'exprimer le potentiel qui était en elle. Elle le sentait, elle a été pianiste, elle écrivait, enfin, il y avait des possibilités qui n'ont pas pu être exprimées et ça la rend amère, ça la rend malheureuse. Ma sœur et moi, nous sommes en compagnie d'une femme qui n'y arrive pas. Et on ne sait pas quoi faire. Mais vous dites même qu'elle vous entraîne par amour dans son malheur et que c'est le dilemme de votre adolescence. C'est peut-être ce qui explique l'anorexie, en partie. Alors, l'anorexie, j'ai ensuite publié des livres savants sur l'anorexie pour essayer de comprendre ce qui m'était arrivé déjà. Et je trouve qu'on est encore loin d'avoir fait le point. On s'intéresse souvent dans l'anorexie à la relation de la mère de la personne anorexique avec sa propre mère, donc sur 3 générations. Et il est vrai que ma mère avait une relation très très particulière avec sa propre mère. Vous dites qu'elle tutoyait son père, mais vous voyez sa mère. Voilà. Et si l'enfant perçoit un certain nombre de malentendus, de discordances entre les adultes qui forment son entourage, il y avait chez ma mère une haine de sa propre mère. Et ça, pour l'enfant, haïr la matrice dont on vient, haïr la source, c'est une question qui vous arrête.
pour laquelle il n'y a pas de réponse possible. Pour elle aussi. Donc il y a là probablement, Sandrine Chenivès et le transgénérationnel auraient pu probablement apporter quelques lumières. Mais là, il y a, somme toute, des secrets de famille, des impossibilités qui sont là, et que ma mère vit dans cette prison qui est la sienne. Et moi, probablement que par l'anorexie, j'essaye de trouver ma voie de salut. Il faut que je l'aime profondément, cette femme, mais je dois me séparer de ce qui l'absorbe, de ce qui la condamne d'une certaine façon, et qui vient de cette relation avec sa mère, et je ne sais pas de quoi. Je n'ai pas creusé la question, je n'ai pas eu de réponse, mais j'ai vu son malheur, oui. Et votre sœur a dû réagir très différemment, j'imagine? Ma sœur était aussi... atteinte? Ouais, solidaire dans cette épreuve. Elle l'a exprimée d'une autre manière, hein, chacun sa réponse, mais nous avons tous les deux été très complices dans ce moment où il fallait se sauver, quoi, absolument. Et avec le cœur déchiré de voir l'être qu'on aime s'enliser, se noyer sans qu'on puisse rien faire. Donc c'est quand on démarre une vie, ne pas avoir porté secours à la personne en danger, c'est une situation absolument inextricable. C'est inextricable, mais c'est insoluble parce que c'est pas à l'enfant de sauver. C'est insoluble, oui, insoluble. Mais vous avez quand même vécu à ce moment-là des expériences incroyables. Vous dites, je dansais sur les bords du monde et j'ai vu briller l'or du temps. C'est des magnifiques formules et j'imagine que ça devait être très intense. Oui. J'ai jamais connu, Dieu sait si j'aime l'intensité et que je l'ai toujours recherché dans ma vie, dans la relation amoureuse, dans les voyages que j'ai pu faire, dans les lectures. Mais ces 4 années de ma vie sont sans commune mesure. Mais je vous assure, Guillaume, si vous vous mettez à ce régime-là pendant 4 ans, vous allez voir ce qui va se passer. C'est de la physiologie pure et simple. C'est pour ça que les ermites se mettent dans cette condition. C'est pour pouvoir adorer leur Dieu dans cet état de félicité intérieure. Vous dites, j'ai voulu diminuer mon corps pour que grandisse mon âme. Oui, c'est ça. C'est complètement fou. Mais vous voyez, on retrouve cette articulation entre l'incarnation et ce qui ne l'est pas, ce qui ne le serait pas, ce qui serait tributaire de l'incarnation. Je ne sais pas répondre à toutes ces questions, même ayant fait ce chemin. Je sens en moi un hôte qui se prépare à partir. Le corps? L'hôte, celui qui habite le corps. Je sens en moi quelque chose qui se prépare à partir quand le corps en aura terminé. C'est peut-être l'âme. J'imagine que c'est ce qu'on appelle l'âme. Donc je sens que cette entité est ancienne, qu'elle est porteuse d'une histoire qui me déborde, qui n'est pas celle de Jean-Philippe, qui est une histoire beaucoup plus ample, qu'elle est en attente, comme on l'est à la gare, on voit passer les trains, puis un jour on prend le bon et on s'en va. Donc c'est assez... J'ai toujours ce sentiment, hein. J'ai mieux pris soin de mon corps, mais le sentiment de la dualité continue à m'habiter fortement. Je ne suis pas un corps. Je crois que j'aurais aimé aller jusqu'à cette expérience d'être un corps, mais je n'ai pas réussi à être un corps. J'ai réussi à prendre soin de mon corps, mais c'est tout ce que j'ai pu faire. Alors, c'est drôle que vous ayez parlé de gare, parce qu'il se passe quelque chose dans une gare quand vous avez 20 ans un peu plus, et c'est le moment où vous vous passionnez de la philosophie grecque. Ah oui. Et puis là, vous avez parlé de relations amoureuses, et justement, vous allez avoir, grâce à l'amoureuse de l'époque, une expérience de découvrir, enfin vous le connaissiez peut-être déjà, mais elle vous donne un livre et qui vous met au cœur de la philosophie grecque, où toutes ces questions d'incarnation sont si profondes, de rapport entre l'âme et le corps, et de dissonance entre les deux. Oui, ça a été un coup de tonnerre dans ma vie. Elle me raccompagnait, on avait passé 4 jours, je pense, ensemble. C'était la première fois qu'on s'approchait, avec beaucoup de timidité. Et au moment de me raccompagner à la gare d'Aix-en-Provence, à l'époque, on démarrait... Aujourd'hui, il y a une gare TGV, mais à l'époque, on démarrait dans Aix-en-Provence. Elle me raccompagne à la gare, elle est sur le quai. Elle se souvient tout d'un coup qu'elle a prévu quelque chose à me donner. Et ce sont des trains où on peut encore descendre les fenêtres. Je parle aux auditeurs là, qui ne connaissent pas ce monde d'avant. Et elle me tend un livre par la fenêtre. Et le train se met à rouler, on s'éloigne, etc., l'un de l'autre.
On sait qu'il n'y aura plus de communication, il n'y a pas de téléphone à ce moment-là. On se séparait. C'était au siècle dernier. Hein. C'est au siècle dernier, voilà. Se séparer, ça voulait dire se séparer, entrer en silence. Et elle me laisse entre les mains ce dialogue issu d'un monde grec du VIe siècle avant Jésus-Christ, ce dialogue qui s'appelle le Phèdre de Platon, qui présente donc le philosophe Socrate un peu bedonnant avec son drap sur son corps. C'est pas un ascète. Il n'est pas anorexique, du moins. Non, c'est un... Oui, il est bien en chair. Il n'est pas très beau. Et il n'est pas... C'est pas un excessif comme Diogène, comme un certain nombre de ses élèves. Il est assez modéré. Il est là pour poser des questions, ces questions qui empêchent les vivants de dormir profondément. Et là, il se trouve que le dialogue va commencer avec un jeune disciple qui s'appelle Phèdre. On imagine la scène, ils sont les pieds dans l'Ilissos, donc c'est l'été. L'Ilissos, c'est une petite rivière qui traverse Athènes. L'eau est fraîche, ils mettent les pieds dans l'eau, là, c'est délicieux. Ils sont abrités sous un platane. Et le dialogue va porter sur la beauté. Et moi, j'ai 21 ans, j'ai lu beaucoup, mais ce vers quoi ma mère m'a dirigé, c'est plutôt la littérature catholique, Mauriac, Julien Green, etc. C'était un petit peu son fief. Donc je ne savais pas que la philosophie m'était accessible. Et cette scène inaugurale par laquelle j'entre dans le monde de la philosophie grecque, de ce dialogue entre l'homme qui questionne et le jeune homme qui essaye de répondre, je pleure pratiquement tout le long du voyage, qui dure quand même assez longtemps. C'est un tortillard partant d'Aix-en-Provence, va jusqu'à Grenoble, où habitaient mes parents. J'habite encore chez eux. Et je me dis, mais comment est-ce possible que cet homme qui s'appelait Platon ait pu écrire des choses qui me touchent à ce point, moi, en 1981, 82, alors que personne dans mon entourage n'a réussi à m'émouvoir de cette manière. Je suis absolument subjugué. En plus, il parle de cette question de la dualité. Du mariage forcé entre le corps et l'âme, c'est un petit peu ça. Je tombe avec en plus la capacité du raisonnement, je tombe sur cette problématique du corps qui est comparé au tombeau. Le corps tombeau de l'âme, donc le corps va devenir le tombeau de l'âme, donc l'âme s'en ira. Elle est vraiment en attente dans un corps qui peut être comparé à un tombeau pour elle. Donc il ne faut pas qu'elle s'attarde. Et je me dis, mais c'est pas possible que ce que je vis depuis 4 ans soit exprimé par un monsieur qui a 2600 ans. Mais ça vous confirme alors? Ça apporte, oui, quelques confirmations philosophiques, grecques philosophiques. Donc je vais tomber évidemment amoureux de toute l'école socratique, pré-socratique grecque. Je vais tomber amoureux de la Grèce parce que je vais finir par vivre avec cette femme et on va aller tous les ans en Grèce. Elle parle le grec moderne. Enfin, ça fait partie des grandes... Oui, vous avez même publié plus tard, vous avez dessiné et elle a traduit des textes de Platon, je crois. Oui, on a adapté, elle a retraduit le banquet de Platon, et moi je l'ai adapté en bande dessinée pour que mon idée c'était que tout le monde le lise. C'était vraiment... Le banquet c'est magnifique, c'est central. Voilà, sur l'amour. Il n'y a rien de mieux. Et c'est donc peut-être à ce moment-là que vous allez renforcer en quelque sorte le comportement anorexique chez vous, puisque vous dites que vous allez rentrer dans des comportements alimentaires aberrants. En tant que jeune homme, vous ne mangez que des pommes, vous marchez des heures dans les rues de Paris, je crois, pour calmer la faim, pour trahir la faim, puis en même temps, vous inventez des tas de stratagèmes pour fuir tous les rituels sociaux alimentaires, comme vous les appelez. C'est compliqué, les autres sont un danger dans ce moment-là. La pratique du mensonge, vous parlez aussi. Oui, j'ai pratiqué beaucoup le mensonge là, pour éviter de subir ces rituels alimentaires. Parce que quand vous êtes invité quelque part, à l'époque, on vous demandait pas quel était votre régime alimentaire, on vous proposait un repas et vous étiez tenu de l'honorer. Et pour moi, honorer un repas et faire rentrer dans mon corps des choses qui n'avaient pas à y rentrer, c'était comme un viol. Je crois que l'anorexie a à voir avec cette idée d'être abusé, la nourriture qui vous abuse. D'où vient
toutes ces choses, je ne sais pas. Mais c'est aussi violent. Donc vous êtes comme une jeune fille qui a vécu l'abus et qui vit son existence de jeune fille avec cette peur maladive d'être à nouveau devant le prédateur. Donc il faut imaginer que l'adolescent anorexique, dès qu'il s'agit de manger et le rituel revient quand même 3 fois par jour, il est à nouveau dans ce danger d'être abusé. Comment voulez-vous vivre des moments très heureux avec vos contemporains dans ces conditions ? Non, d'ailleurs, vous parlez d'un labyrinthe intérieur, d'un exil dont vous souffrez, parce que même quand vous voudriez faire humanité, c'est votre expression, mais en fait, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne fonctionne pas. Non, vous êtes condamné à la solitude, vous cachez, vous avez vos régimes aberrants que vous pratiquez seul, vous êtes vraiment dans une religion solitaire. En fait, vous parlez, Jean-Philippe Tonac, j'ai trouvé l'expression très forte, d'un projet de disparition. Prendre le moins de place possible, ne pas déranger. Oui, alors le mot disparition, il ne faut pas se méprendre. Hein. Je n'ai jamais été tenté par la mort volontaire. Peut-être une fois, dans un moment très très difficile, mais ça n'a pas été mon recours. Et non, moi, les épreuves, j'aime les affronter. Donc cette épreuve, l'existence était une épreuve, je voulais la vivre jusqu'au bout. Quelle était votre question, pardon, Guillaume ? Non, c'est ce projet de disparition dont on parle, justement, et le fait aussi de vouloir prendre le moins de place possible, de ne pas déranger. Oui, la disparition, oui, c'est ça, c'est vraiment... C'est un mot qui revient souvent dans le livre. Hein. Oui, il y a une histoire comme ça que j'emprunte au monde zen, du bouddhisme zen japonais. C'est un moine zen qui pose cette question à laquelle j'ai essayé de répondre à ma manière. Vous êtes sur la plage, vous marchez sur la plage et chacun de vos pas laisse une empreinte dans le sable. Vous marchez comme ça et tout d'un coup vous vous arrêtez, vous vous retournez et vous voyez ce chemin que vos pas dessinent. Et tout d'un coup, c'est comme un outrage à la plage, quoi. Pourquoi ces traces sur ce sable avec cette beauté qui est offerte au monde ? Pourquoi y rajouter quelle tristesse. Vos traces ? Quelle tristesse. C'est triste. De quoi ? De cet outrage de penser que son corps, en fait, que les empreintes. Voilà. C'est comme ça que le moine le perçoit. Donc, il décide de retourner en arrière et avec sa main, il commence à effacer donc, les premières traces. Il avance et il efface. Ça, c'était vous, ça, à ce moment-là. Et puis, il se retourne et puis il s'aperçoit qu'en se déplaçant et en revenant vers l'arrière, il a à nouveau produit des traces. Ça, c'est pas mal. Voilà. Et donc, il y a en réalité aucune possibilité de disparaître d'une certaine manière. Mais on peut, en se posant certaines questions, essayer de réduire la voilure, prendre le moins de place possible. Et donc, l'anorexie, au fond, c'est un jeûne qui touche à la fois l'incarnation, mais qui touche son incarnation sociale, qui touche son incarnation familiale. On finit par disparaître, c'est-à-dire qu'on est tellement singulier qu'on personne ne peut plus vous attraper. À tel point, ça c'est une anecdote qui me frappe beaucoup dans votre livre, que lorsque vous déambulez, vous vous apercevez que votre corps ne fait même pas d'ombre. Peut-être toute petite quand même. C'est une image, mais oui, c'est le sentiment d'être d'une certaine manière sorti de l'histoire. Alors vous écrivez des romans, et là c'est le même stratagème en quelque sorte, puisque vous inventez un pseudo, et puis quelqu'un qui en fait n'existe pas vraiment, et puis qui envoie ses textes à travers un traducteur, un écrivain russe, soviétique, enfin de l'ère soviétique. Puis ça marchera jamais vraiment très bien, ça. Non, ça ne pouvait pas marcher, c'était fait pour ne pas marcher. Mais en tous les cas, je l'ai fait avec un fanatisme absolu qui me caractérise d'écrire. J'ai écrit 5 romans, donc sous le nom d'Abel Miounin, qui était donc l'écrivain russe dissident, donc empêché d'être publié dans son pays, empêché de sortir de son pays à l'époque. C'était comme ça que ça se passait. Les dissidents étaient assignés à résidence. Et donc, il passe... c'est l'histoire que je racontais. Il passe ses manuscrits donc, à un traducteur français qui s'appelle Ami Amal. Et c'est ce Ami Amal qui prend contact avec 3 éditeurs français. Et je passe par la poste-restance d'un ami irlandais qui est de passage chez lui vraiment très rarement. Donc la possibilité vraiment que le courrier soit acheminé dans un délai raisonnable n'est pas possible. Mais quand même, au bout de, 5-6 mois, je reçois par
le même canal, hein, donc la lettre est envoyée à la poste restante de mon ami irlandais, elle revient chez moi, et je reçois 2 convocations adressées donc à Ami Amal pour une rencontre. Évidemment, je ne vais pas l'honorer. Bah non, c'est pas possible. Je suis incapable de me présenter comme Ami Amal. Je suis dépassé par ma supercherie et je me rends bien compte que je me suis tendu un piège. C'est un sacré. Ça fait un tout petit peu penser à Romain Gary. Hein. Elles sont stratagèmes avec Émile Ajar, mais bon, j'arrête la parenthèse. Oui. C'est assez étonnant parce que vos romans, vous dites qu'il raconte ces romans que vous écrivez à ce moment-là. Il raconte l'hiver dans mon âme et dans un corps déjà mort. Oui. C'est ça que vous écrivez à ce moment-là. Oui, je pense que, comme souvent, l'art, la littérature sont là pour mettre en forme un état d'être. Donc, je suis vraiment comme l'explorateur arrivé au niveau de la banquise, quoi. Et comment communiquer cette expérience physique à mes lecteurs qui sont chaudement vêtus, bien au chaud à Paris ou ailleurs. Donc, je pense que les fictions que je mets en place traduisent un petit peu le Finistère jusqu'où je suis arrivé. Je suis tout au bout de l'expérience, là. Après, ça ressemble un peu à la mort. Je suis par là. Et comment on rend compte de cet élan qui vous a fait aller jusque-là, quoi. À l'époque, le mot anorexique, je ne le connais pas parce qu'il a fallu attendre énormément de temps avant qu'un médecin, s'agissant des symptômes qui étaient les miens, puisse dire qu'un homme était anorexique. À l'époque, c'était impossible, puisque l'un des symptômes retenus pour l'anorexie, c'était l'aménorrhée, la perte des règles. Donc, a priori... Ça touchait que les femmes. Voilà, a priori, je n'avais pas perdu mes règles, ne les ayant pas eues. Et donc, pour ces médecins que je consultais, j'avais une dépression, j'avais ceci, j'avais cela, mais on n'a pas parlé d'anorexie jusque très, très tard dans mon parcours. Alors, on passe des étapes, évidemment. Je reviens, si vous le voulez bien, sur ce qui m'a le plus marqué, sur ce qu'on peut dire pendant ce temps de rencontre. Évidemment, les auditeurs liront Le temps minéral de la guérison et découvriront davantage de choses. C'est à peu près à ce moment-là que vous découvrez René Daumal, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et en le découvrant, est-ce que c'est pas quelqu'un qui commence peut-être à entamer en vous un processus positif ? Oui, de toute évidence. Je le rencontre chez un ami. Voilà, je suis en train d'essayer de m'incarner socialement, et donc j'ai pris l'option de rentrer en franc-maçonnerie. Voilà, c'est étonnant. Qui est une espèce d'incarnation secrète, sans beaucoup de visibilité. Oui, mais vous avez quand même retenu des choses positives. Vous dites qu'on y développe un art de la parole et savoir se taire et écouter. Oui, alors là, il y a vraiment des choses que nos politiques devraient apprendre. Hein. C'est cette difficulté d'aller jusqu'à l'endroit où la parole vous est donnée. Déjà, comme apprenti, quand vous rentrez en maçonnerie, vous êtes apprenti, donc vous êtes condamné au silence. Je pense que, comme dans l'école de Pythagore, hein, vous restiez 7 ans au silence strict. Je crois que ça serait excessivement intéressant pour que les hommes politiques commencent par 3 ans de silence absolu. Ça changerait la donne. Vraiment. Hein. Et donc j'ai aimé cette école, et c'est chez un maçon, en allant me rendre aux toilettes, que je me suis permis de rentrer dans sa chambre, où j'ai aperçu un livre sur sa table de chevet. Vous avez vu que dans mon parcours, il y a souvent un livre qu'on vous tend, qui vous attend et qui va ouvrir à une autre réalité. Et sur sa table de chevet, il y a un petit livre dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard qui s'appelle Le Mont Analogue, signé par un certain René Daumal. Comme l'homme qui me reçoit chez lui dans un processus d'introduction dans le monde de la maçonnerie est un homme qui me subjugue par son intelligence, son honnêteté, je me dis que sur sa table de chevet doit figurer des livres important, et donc je vais lire ce Mont Analogue et découvrir, je ne sais pas jusqu'où on peut aller tous les deux, pour expliciter un peu cette affaire, mais pour le dire brièvement, René Daumal incarne, encore ce mot, je trouve à la fois toute la rationalité française, tout le génie français, avec ce qui peut être officiellement par nos élites n'est pas reconnu, et qui fait pourtant, pour moi, la richesse exceptionnelle de la France. La France est à la fois
ce pays de la rationalité, c'est le pays du TGV, le pays du Concorde, le pays de Descartes, etc. Et c'est aussi un pays celte. Et c'est un pays considéré par beaucoup comme un laboratoire d'expérience spirituelle. Et ça n'est pas mis en avant, ça fait pas bon genre, quoi. Donc, en réalité, c'est ce mariage entre ce que représente l'intelligentsia parisienne et tous ces lieux où s'est incarnée une expérience spirituelle, qu'elle soit cathare, celte, protestante, etc., qui fait la richesse extraordinaire de ce pays. C'est pour ça que la France est aimée. Elle n'est pas aimée pour Dior, d'abord, elle n'est pas aimée pour ses élites. Elle n'est pas aimée pour ses monuments. Elle est aimée pour la majorité des humains sur cette terre parce qu'elle est terre d'expérience spirituelle. C'est là qu'accostent ces juifs persécutés qui étaient ceux qui avaient suivi Jésus, etc., etc. C'est là que les Tibétains arrivent, c'est là que Gurdjieff débarque. Enfin, on peut citer 50 exemples de gens qui sont venus en France, des Shimaru, etc., qui sont venus en France vraiment parce qu'ils considéraient que là, la possibilité de faire prospérer une expérience spirituelle existait. Et là, il y a des liens entre René Daumal et Gurdjieff dont vous venez de parler. Oui, voilà, effectivement. Donc Daumal, pour revenir à lui, c'est un jeune homme qui naît dans les Ardennes. On peut en faire un double de Rimbaud, c'est pas faux. Ils sont nés à 10 km l'un de l'autre dans les Ardennes. Ils ont tous les deux tourné le dos à une société qui était prête à les adouber, les considérant comme êtres d'exception. Ils ont tourné le dos en considérant que ça suffisait pas, qu'il fallait chercher ailleurs. Donc Rimbaud part vers l'Afrique et René Daumal se tourne vers l'expérience intérieure. Il renonce à la philosophie. Il écrit un texte qui est une espèce de testament du philosophe qu'il aurait été. Ça s'appelle « Les limites du langage philosophique ». Il faut imaginer qu'il écrit ça à 19 ans. Tous les deux d'une précocité ahurissante. Et Daumal poursuit ses études à Reims, rencontre 3 jeunes gens aussi timbrés que lui ou aussi illuminés que lui. Ils fondent une fratrie de 4 frères et ensemble, ils vont mener des expériences d'état modifié de conscience à une époque où on s'intéressait probablement assez peu à ces choses-là. Donc, ils vont utiliser les moyens du bord, du tétrachlorure de carbone qu'on utilise pour endormir les insectes, pour basculer dans un coma qui permet de pressentir ce qu'est... C'est très extrême, ça fait peur certainement à beaucoup d'auditeurs qui nous entendent. Oui, voilà. Oui, très certainement. Et en même temps, ils expriment toute cette recherche par des textes merveilleux, incroyables. Et quittant Reims, 3 d'entre eux, ils vont fonder à Paris, dans l'ombre d'abord du surréalisme, ils vont fonder donc le groupe du Grand Jeu. Le Grand Jeu, c'est vraiment le grand jeu métaphysique auquel on est appelé. Et le groupe va se disloquer assez rapidement. Le Grand Jeu JEU ou JE? JEU, ouais, c'est vraiment le jeu, c'est emprunté à Rudyard Kipling, les références sont nombreuses, mais on parle de Kipling notamment, et Daumal va se séparer aussi du groupe pour vivre son aventure personnelle le jour où il va rencontrer un élève de Gurdjieff, en la personne d'Alexandre de Salzmann, au café Le Rouquet. Que je connais, boulevard Saint-Germain. Rue des Saints-Pères, au croisement. Boulevard Saint-Germain et rue des Saints-Pères. C'est drôle d'ailleurs, la rue des Saints-Pères, c'est à la fois la rue de mon éditeur Grasset, qui a publié ma biographie de Daumal. Donc je me suis dit, il y a un signe. Il y a un signe. Et il rencontre une espèce d'artiste qui a cru en l'art total, une espèce de vieux derviche édenté. Et il a le sentiment de rencontrer finalement tout ce qu'il n'a pas pu trouver dans ses études et dans toutes les recherches entreprises. Et il va rejoindre, sans le rencontrer, je pense, ou peut-être une fois, sans rencontrer Gurdjieff directement, mais il va rentrer dans l'école de Gurdjieff pour essayer de transformer le monde intérieur. Alors vous parlez de danse sacrée, de voyage, et vous dites que tout tourne autour de la question de l'incarnation du corps, qui est en fait la monture de l'expérience spirituelle. Oui, absolument. Alors oui. Le corps commence à devenir intéressant. Alors voilà, c'est la première fois que je comprends que certains qui sont engagés dans une recherche intérieure la font avec le corps.
c'est une révélation pour moi. Domal est la révélation. Il travaille son corps, il danse, il est dans des mouvements que Gurdjieff serait allé chercher au Moyen-Orient, au Tibet, etc. Vraiment des grammaires de l'être qui sont mis en scène, mis en mouvement, etc. Il va travailler avec beaucoup de détermination. C'est un garçon extrêmement sérieux, peut-être trop sérieux d'ailleurs, jusqu'à sa mort à 36 ans de tuberculose. Ayant laissé ce mont analogue, qui est un conte initiatique, vraiment j'encourage les lecteurs à le lire, qui se termine par une virgule parce qu'il est mort après, il n'a pas eu le temps de terminer. Et le mont analogue, je l'ai fait lire à des gens qui sont engagés sur des voies bien particulières. Ils ont tous eu l'impression que Domal parlait de ce qu'ils étaient en train de vivre, que ce soit des Tibétains, des chrétiens orthodoxes, des gens qui travaillaient sur la Kabbale. Ils avaient l'impression que c'était la métaphore de ce qu'ils étaient en train de vivre. Donc il écrit ça au soir de sa vie pour dire la recherche. Voilà. Et c'est à la fois très drôle parce que ça peut être lu par un enfant de 12 ans. C'est une espèce de Jules Verne. C'est un groupe d'alpinistes qui décide de faire l'ascension du mont analogue qui n'existe et qui n'existe pas parce que sa particularité, c'est que les outils dont dispose la science ne permettent pas de l'identifier à la surface de la planète. Mais le mont analogue existe. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous commencez l'ascension. Ça donne envie Je suis ravi qu'on ait parlé de René Domal. On en a peut-être déjà parlé au cours d'un autre épisode, je ne me rappelle plus lequel. Une autre rencontre qui est très importante pour vous, Jean-Philippe de Tonac, c'est Jean de Dieu. Vous voulez un petit peu parler de lui parce qu'il est important, je crois. Et vous parlez d'un grand ami. Vous avez cette métaphore. Enfin, c'est comme Montaigne et la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Cette amitié très forte entre vous. Quelqu'un avec qui vous allez relire Baudelaire et redécouvrir Baudelaire. Et vous dites que avec lui, vous allez commencer à sortir de votre régime de la terreur par rapport au rapport avec le corps. Ouais. C'était qui, Jean de Dieu ? Alors, Jean de Dieu, c'est une... Je vis au Maroc à ce moment-là. Ma compagne vient d'être affectée à l'université de Tétouan pour enseigner à la littérature française. Et puis, je me retrouve dans une communauté de professeurs qui se retrouvent régulièrement... pour parler à la fois de leur marotte, de leurs difficultés à enseigner, je ne sais pas. Et dans ce groupe de Français, il y a là un homme d'un certain âge, qui a 40 ans de plus que moi, qui termine sa course professionnelle et qui a été surtout conseiller culturel pour la France en Amérique latine, c'est-à-dire qu'en poste à Buenos Aires, Santiago du Chili, Rio de Janeiro, il a reçu à sa table Michel Foucault, Claude Lévi-Strauss, Jean-Paul Sartre, et qu'il avait donc les moyens de faire conversation avec eux. Et je me souviendrai toujours, la première fois que Jean de Dieu prend la parole dans une soirée où nous étions nombreux, je suis stupéfait par la différence de registre entre ce que disent les autres et la manière dont ils parlent. Donc il n'y a rien d'ostentatoire lorsqu'il parle, c'est une nourriture. C'est une parole qui est adossée à une expérience, c'est une parole qui est adossée à une réflexion, c'est une parole qui est adossée à des lectures. Et donc dans le cours de sa conversation vient des citations comme ça. Ça charrie des citations, mais assez longues parfois, en français, en latin, en grec parfois, mais jamais sous le mode ostentatoire. Il explique. Il est drôle. Et quand il parle, c'est vraiment l'être le plus beau que j'ai jamais rencontré. Alors qu'il n'est pas très beau. Physiquement, il n'est pas très à son avantage. Comme Socrate. Ouais, il y a un peu de ça, ouais, c'est vrai. Et je suis subjugué, comme je pense qu'il l'est par moi, cet adolescent qui ne parle pas, qui est toujours sur le strapontin, qui essaye de disparaître, le mot qu'on utilisait tout à l'heure. Vous n'êtes plus adolescent, vous êtes jeune homme déjà. Je suis jeune homme, mais dans un corps d'adolescent. Oui, voilà. Qui n'a pas grandi. Je ne suis pas très épais, j'ai une grande barbe qui me protège comme je peux. Je ne parle jamais en général avec les autres, je suis en retrait. On sent une présence quand je suis là, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a, quoi, qu'est-ce qu'il veut. C'est étonnant ce que vous avez dit en parlant de Jean de Dieu, Jean-Philippe de Tonac, parce que vous dites, quand il parle, c'est une nourriture. C'est étonnant que l'anorexique dise que c'était une nourriture. C'est la nourriture qu'on cherche, justement. Vous savez, j'en profite pour vous dire que Kafka termine son parcours par l'écriture d'une nouvelle qui s'appelle
Alors, on le traduit soit par l'artiste de la faim ou le champion du jeûne. Vous imaginez bien que j'allais m'intéresser à cette question. Et c'est une histoire complètement folle. Vous la retrouverez, ce conte, dans des recueils de nouvelles de Kafka, de contes, etc. Donc, il raconte ce qui a existé. C'est que, paraît-il, en Europe, des gens annonçaient des performances. Donc, Bratislava, monsieur machin, 40 jours de jeûne à partir de telle date. Et des foules considérables se précipitaient pour aller assister à quelqu'un d'immobile dans une cage. En général, il était mis dans une cage pour être sûr que la nuit, il n'allait pas à la boulangerie du coin. Donc, il était gardé par la foule qui voulait s'assurer que la performance était vraie. Ça fait penser à des expériences en Inde ou avec, dans le monde asiatique, il y a des phénomènes comme ça, comme celui-là. Et Kafka, quand même, la dernière nouvelle, c'est le champion du jeûne. Et alors, à la fin de la nouvelle, on lui dit mais alors, pourquoi à quoi ça rime, quoi. Et il dit si la nourriture avait pu m'apporter ce que vous recherchez, je m'en serais contenté, mais je cherche une autre nourriture. Voilà, c'est ça que je dis à propos de la parole de Jean. J'entends tout d'un coup autre chose, quoi, qui nourrit l'âme, qui nourrit cette partie, l'autre là qui est destiné à partir, là, celui-là, il est tout de suite en phase avec cette parole. Il se dit ça c'est enfin, on s'occupe de moi. Et donc vous commencez un chemin, en quelque sorte un peu un chemin de guérison, de réconciliation avec le corps. Oui, je pense que je l'ai déjà commencé avec les interrogations que Domal a apportées. Il a ébranlé toutes mes certitudes. Donc là, je suis dans le moment où on est ébranlé, où on cesse d'être arrogant. Hein, on avait la vérité, mais on l'a plus tout à fait. Ça, c'est très propice quand on commence à chanceler sur ces arrogances-là. Et Jean, Jean, il est vraiment à l'opposé de moi. C'est quelqu'un qui a toujours le regard posé sur les femmes, qui par son verbe enchanteur réussit à les séduire à coup sûr, alors que, voilà, avant qu'il ne parle, c'est pas quelqu'un dont on s'approcherait. Et donc je suis devant des contradictions qui me dépassent. Il faut absolument que j'aille voir, que je m'approche de lui et que j'essaye de comprendre. Et donc cette expression « je commence à vouloir sortir de mon régime de la terreur ». Et d'ailleurs, vous faites cette comparaison au traumatisme de la Révolution française et de la guillotine. C'est étonnant. Oui, alors je ne sais pas si la comparaison est bienvenue, mais elle me paraît assez importante. J'avais toujours réfléchi à... Bon, j'espère qu'on ne froisse personne en disant des choses comme ça. Vous savez, on n'a plus trop le droit de dire grand-chose aujourd'hui, mais... J'imaginais en 1789 ces Français qui pensaient, je ne sais pas s'ils avaient raison, mais ils le pensaient, la majorité d'entre eux, que le roi était le représentant de Dieu sur terre, et puis d'autres, une espèce de corporation, d'intello un peu fanatique comme ça, qui fait son procès et qui décide de le mettre à mort, mais ça ne suffit pas, on le décapite place de la Concorde. Et j'imaginais pour eux ce qu'avait représenté cette lame qui passe et qui vient sectionner le corps du roi entre une tête d'un côté qui tombe dans une corbeille et le corps de l'autre. Et je me demandais si l'origine de nos malheurs, cette pathologie qui paraît caractériser quand même ce peuple français, qui est par ailleurs tellement doué, je me demandais si ça ne venait pas finalement d'un corps là aussi qui avait été démembré. Ouais, c'est exactement ce que disait Thibaut de Montaigu à ce micro il y a quelques mois, l'auteur de Cœur, et qui parlait de psychanalyse transgénérationnelle. On en a parlé avant d'inviter Sandrine Chenives quelques mois plus tard, dont vous parliez tout à l'heure. Et Thibaut révèle que selon beaucoup de psychanalystes transgénérationnels, les traumatismes dans les familles françaises, au grand étonnement, ne remontent pas à la Première ou Deuxième Guerre mondiale, mais à la Révolution française. Ah oui ? Oui, donc... Et c'est pour ça qu'en fait, j'en ai parlé. On en a aussi parlé récemment avec Benoît de Sinetti. On a un peu parlé des mêmes choses. Effectivement, la Révolution française, c'était pas quelque chose qui est en paix encore dans beaucoup de familles françaises aujourd'hui. Oh, c'est certain. Et quand on dit ça, on n'est pas royaliste, on n'est rien, on est français. Bien sûr. Et on sait qu'on a une souffrance qui n'arrive pas à guérir. C'était trop violent. Voilà, tant qu'on ne retourne pas sur les lieux de la souffrance.
les souffrances collectives. Il y a une histoire quand même d'une violence incroyable qui caractérise l'histoire de notre peuple. Et l'impossibilité d'en parler parce que c'est d'un autre temps, parce que ce ne sont plus les mêmes codes, etc. Je crois qu'on ne pourra pas vraiment faire de grands progrès si on ne retourne pas sur ces lieux-là. Alors là, on va quitter la terreur pour entrer dans un monde d'une immense douceur. C'est une illumination que vous allez avoir au Maroc aussi. C'est la boulangerie, c'est la pâte. C'est magnifique, la pâte, et vous avez des descriptions. Là, vous allez devenir boulanger. Enfin, vous avez même passé votre CAP de boulangerie. Vous dites que c'est peut-être votre plus grande fierté dans votre vie. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé là, Quelle incarnation, pour le coup. Oui, alors, on peut comprendre ça très vite en considérant la place que le pain a fini par occuper dans l'histoire collective occidentale. On le retrouve sur l'autel, quand même. Le pain va finir par être sur l'autel. Et quelqu'un qui est peut-être le fils d'un dieu, qui est peut-être un homme réalisé, va dire « ceci est mon corps ». Comment voulez-vous que quelqu'un qui a un problème avec ces nourritures-là, celles que j'appelais les non-ritures, comment quelqu'un comme moi pourrait ne pas porter une attention particulière à cet objet qui appartient à la fois au registre alimentaire et qui appartient au registre du sacré. Donc le vin est plus problématique. Donc je suis probablement inquiet par l'ivresse que le vin procure. Donc je ne l'intègre pas dans ma quête des nourritures célestes. Mais le pain, forcément, dès que je le vois, et dès que je vois comment les hommes l'ont regardé, il est une convocation. Et donc je suis convoqué. Et je vais mettre plusieurs années à réaliser un certain nombre d'ouvrages à propos de lui, à passer mon CAP pour vraiment, là aussi, être un corps de boulanger, avoir un corps de boulanger. Donc, ouais, c'est assez particulier, cette histoire. Vous faites votre pain ? Alors, je l'ai fait très très longtemps. Là, je le fais plus parce que je suis arrivé dans le Gard et j'avais pas tout à fait les outils qu'il me fallait, ou pas le temps, ou peu importe. Mais à Montmartre, je faisais mon pain. Oui. Et quand je l'apportais aux amis, c'est quand vous apportez le pain que vous avez réalisé chez vous aux amis. Bien sûr. C'est le sujet de la soirée, quoi. Tout le monde parle que de ça. C'est tellement beau parce que tout le monde a ce référent en lui. Que ce pain, vous n'avez pas apporté même une très bonne bouteille, vous n'avez même pas apporté un très bon fromage, vous avez apporté le pain que vous avez fait vous-même. Et là, c'est le sujet de conversation. Et tout le monde se dit, ah bon, on peut passer un CAP, mais où tu achètes ta farine, etc. Mais tu peux cuire ça chez toi, etc. Et ça me réjouissait dans le sens que cet objet-là, oui, il occupe une place tout à fait singulière dans notre histoire collective. Et dans votre histoire à vous, et aussi de votre histoire d'écrivain, puisque on va peut-être faire une petite parenthèse maintenant, si vous le voulez bien, mais Azim, que vous avez écrit il y a quelques années, oui. C'est une histoire incroyable. C'est l'histoire d'une femme des disciples de Jésus qui viennent pour préparer la scène et qui choisissent un lieu, une famille, et une femme qui va donc devoir préparer le pain pour l'Eucharistie. Oui, c'est... Ouais, c'est un petit livre que j'ai lu hier qui est absolument remarquable. C'est tout petit, ouais. Pour répondre à la question, qui a fait le pain que Jésus a partagé le soir de son dernier repas ? Qui a fait ce pain ? Comment se fait-il que personne ne se pose la question ? Quand on s'intéresse au pain, forcément la question vient. Et j'ai mené quand même une enquête longue de 3 ans pour interroger un certain nombre de rabbins, de carpologues. Vous savez, les carpologues, ce sont les archéologues qui s'occupent des graines qu'on retrouve dans le sol, grâce auxquelles on finit par savoir quelle agriculture existait à telle période. Donc les carpologues qui ont pu me dire quelles graines ils avaient retrouvées, permettant de savoir quel blé on aurait pu écraser pour produire quel type de farine à partir de laquelle on aurait pu faire les pains de la Seine. Donc, toutes ces informations, je les ai collectées. J'ai vu des historiens, ça a été une très longue enquête, très passionnante. Et quand le moment est venu, je me suis dit que j'étais en mesure de reconstituer historiquement une scène plausible. Et c'est d'autant plus frappant que cette famille, c'est pas son premier contact avec ce rabbi si particulier, Yeshua, puisqu'ils se rendent compte qu'en fait, ils vont accueillir ce fameux soir de la scène, celui qui, à la piscine de Bethesda, quelque temps avant,
a sauvé le père de cette femme qui est appelée à faire ce pain. C'était lui le paralytique. Oui. Mais là, c'est un rapprochement peut-être romanesque, c'est peut-être pas historique. Là, c'est un choix romanesque, forcément. Hein. Je n'ai pas écrit un essai, mais un roman, donc il y a une fantaisie qui m'est personnelle. Mais au fond, la possibilité d'incarner historiquement ce récit, c'est une ligne ou 2 lignes dans l'évangile de Jean, je crois, quand Jésus, au moment de l'expression, c'est de manger la Pâque, demande à 2 de ses disciples de se rendre au domicile du porteur d'eau. Et à partir de là, comme souvent l'histoire, on reconstitue. Le porteur d'eau, c'est qu'en principe, ce sont les femmes qui effectuent ces tâches, comme d'habitude. Hein. Mais si c'est porteur d'eau masculin, ça désigne les Esséniens, ça désigne un quartier de Jérusalem. Et à partir de là, vous arrivez déjà à recomposer quelque chose qui aurait pu se passer. Donc le porteur d'eau, c'est la femme du porteur d'eau qui a donc réalisé ces pains. Si on est au moment de la Pâque, on est dans des pains azim, a privatif, zimes, levain, donc sans levain. Donc des pains fabriqués en toute hâte pour rappeler cet épisode fondateur de l'histoire juive, la sortie d'Égypte. On est en captivité, on s'enfuit, on n'a pas le temps. Le pain, c'est de l'eau, de la farine, un ferment, du sel éventuellement et du temps. Donc quand on quitte l'Égypte et quand on s'enfuit, on a tout ça sauf le temps. Et on prépare donc ces galettes qui sont simplement pétries et jetées sur la plaque chauffante. Et c'est ce pain que le monde juif repétrit chaque année au moment de la Pâque. Et c'est probablement, d'après les évangiles synoptiques, le pain que Jésus aurait partagé au soir du Seder pascal, donc le premier repas de la Pâque juive. Et ce pain, lorsque cette femme qui va préparer ce pain, quand elle demande, la famille demande aux disciples, alors on fait comment, qu'est-ce que vous voulez de particulier, qu'est-ce que prépare? Je crois que c'est le disciple, vous dites que c'est le disciple Jean qui dit qu'elle le prépare selon son cœur. Oui. Et vous avez cette phrase magnifique, entre les mains et le cœur, il ne peut y avoir l'espace d'une question. Oui. Et vous imaginez, quand j'ai commencé à écrire, je voyais les mains de cette femme sur la pâte, comme déjà sur son corps, le corps de Jésus. Et c'était d'une puissance folle, quoi. Cette femme, avant la scène, avant le pain, déjà le pain, on se demande si c'est pas cette femme qui le mange. Il y a une espèce de relation d'amour qui se noue entre celle qui prépare avec tout son cœur le pain et celui qui va le partager en instituant un rite nouveau, l'Eucharistie. C'est d'une beauté. Il est beau ce Jésus, ce rabbi que vous décrivez. Mais comment ne pas l'imaginer beau, oui. Vous décrivez comme d'un enfant dépassé, qui aurait dépassé son âge. Ah oui, je me souviens pas. Il y a une belle expression, entendez. Il a l'air d'un enfant qui a dépassé la limite. J'ai bien aimé cette expression. Ah oui, je me souvenais pas de ça. Et alors, on ne parle pas complètement par hasard de ce livre Azim parce qu'il tourne aussi beaucoup autour du miracle de la guérison à la piscine de Bethesda. Oui. Et on parle du temps minéral de la guérison, c'est le sujet principal de cet épisode. Et vous avez cette très belle phrase dans Azim, Jean-Philippe de Tonac, vous parlez du miracle. C'est le moment de la volonté. La guérison de Bethesda, c'est un miracle. Et le miracle, c'est le moment où la volonté de la créature épouse celle de son créateur. C'est un abandon de moi dans lui. Et là, vous employez un mot, c'est pour ça que j'en avais parlé tout à l'heure, vous dites c'est une disparition. Ça m'a étonné que vous l'ayez dit. Je suis cerné. Oui, c'est drôle que vous me parliez de ça, parce que peut-être qu'on l'évoquera une autre fois, mais je reviens d'un pèlerinage que j'ai fait sur la tombe d'un saint au Liban, Saint Charbel, et c'était tellement bouleversant, tellement puissant, il me faudrait beaucoup de temps pour en parler, mais on en reparlera. Je suis venu avec beaucoup de questions et d'autres questions se sont levées pendant les 2 jours passés sur place, à Anaya, dans les montagnes, à 1200 mètres. Mais en voyant tous ces Libanais, parce que ce saint maronite appelle tous les Libanais vers lui, vous avez là des chiites, des sunnites, des maronites, des catholiques, des orthodoxes, des mécréants, des athées, tout ce que vous pouvez imaginer. Il a, dans sa mission terrestre et céleste, réuni tous les hommes. Et quand vous voyez ces Libanais prier, c'est d'une puissance absolument folle. Et ça vous a dit quoi dans les temps que nous vivons en ce moment, d'être là-bas à ce moment-là ?
Ça a retravaillé en moi les questions qu'on a évoquées là pendant tout cet entretien de la relation entre l'âme et le corps. Cet homme a décidé d'être un ermite, donc il a dû vivre une vie un peu dure, on peut imaginer, hein. Ermite dans la montagne à 1200 mètres, des hivers sans chauffage, une nourriture probablement faite d'un peu de fromage, je sais pas, de lait de chèvre, et puis la prière. La prière permanente, continue. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a 2 églises et les messes se succèdent comme ça. Parce que les Libanais montant sans arrêt, hein, c'est des vagues qui montent et qui redescendent, il faut que la messe soit là et qu'ils puissent communier. Et on communie selon les 2 espèces, puisque l'hostie est trempée dans le vin. Donc j'ai communié 2 fois. Ça ne m'était pas arrivé depuis 60 ans. J'ai communié 2 fois. Et dans cette présence de ce corps, on n'a pas dit, mais le corps de Saint Charbel ne s'est pas décomposé pendant 65 ans. Vous imaginez ? Et vous me disiez même qu'il a commencé à se décomposer seulement après sa béatification. Ouais. Il a fallu que, au fond, le pape annonce que le saint était disponible pour tout un chacun à la surface de la terre pour que son corps ne soit plus finalement le support qu'il était. Je ne sais pas. On ne sait pas comment comprendre cette aventure surnaturelle. Mais quelle puissance. Moi, ça m'a rempli de joie. Grande figure. Saint Charbel. Je demande pardon aux auditeurs pour toutes ces digressions, mais c'est difficile avec vous, Jean-Philippe Léonard, tant votre vie est riche et diverse. Mais on va essayer de revenir au temps minéral de la guérison, qu'on n'a pas quitté en fait, hein, parce que quand on parle de l'Eucharistie, quand on parle du miracle de Bethesda, et même de Saint Charbel, avec les huiles, son corps exudait de l'huile, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Pendant 65 ans ? Oui, enfin, je ne sais plus exactement le détail, mais ça a été l'autre miracle. Enfin, et c'était une huile qui guérissait ? Voilà, une huile de guérison, une huile sacrée, oui. Alors, on revient, si vous le voulez bien, à votre vie que vous décrivez dans le temps minéral de la guérison. Vous allez devenir éditeur, vous allez travailler aux éditions José Corti, que certains auditeurs connaissent, qui sont une maison d'édition très particulière, avec des livres au papier qui n'est pas coupé, il faut qu'on le coupe nous-mêmes. Hein, et c'est notamment l'éditeur de Julien Gracq. Et Julien Gracq, vous allez le rencontrer. Ce qui est une rencontre assez incroyable parce que c'était quelqu'un d'assez énigmatique, d'assez caché, Julien Gracq. Là, il habitait encore à Paris, il n'était pas encore au bord de Loire, je crois, quand vous l'avez rencontré, à Saint-Florent-le-Veil, après. Et je sais qu'il est mort là-bas il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Et c'est impressionnant parce que vous pouvez le rencontrer. Vous allez peut-être dire en quelques mots, mais c'est très frappant ce que vous dites quand vous parlez de la rencontre avec Julien Gracq. On sent que c'est un tournant dans votre vie. Vous dites, on n'imagine pas ce que ce genre de reconnaissance, le fait d'avoir passé du temps avec lui, peut opérer dans le cœur d'un jeune fantôme. Oui, c'était quand même un gros morceau. Hein. J'ai pris mon courage à 2 mains. Immense écrivain, Julien Gracq. Hein. Immense écrivain, et comme souvent les écrivains chez Corti, des êtres disparus, qui étaient là pour écrire, mais qui n'étaient pas là pour se montrer. C'est pas pour rien que j'ai frappé à la porte des éditions José Corti avec une certaine insistance pour travailler pour eux. Je sentais l'identité absolue entre ce que cet éditeur essayait de faire et le chemin que je poursuivais. Et donc les écrivains que j'ai croisés avaient souvent un peu le même profil, des êtres d'une discrétion absolue. On considérait chez Corti que un lectorat se limitait probablement à pas grand-chose. Hein. Il y a comme souvent dans le monde occidental les livres qu'on achète, qui rentrent dans les bibliothèques mais qui ne sont pas lus. Donc ce qui nous intéressait l'éditeur, c'était les livres qui allaient être lus. Et on considérait que 2000 lecteurs pour un livre, quel qu'il soit, c'était déjà largement suffisant. Et qu'après, c'était un malentendu. C'était les livres dont on avait parlé, pour lesquels on avait fait de la publicité. Voilà, on signait des livres, on faisait des conférences, etc. Mais la vie du livre, c'était de le déposer chez un libraire et d'attendre, comme le pêcheur attend le poisson, il fallait attendre. Ça se passait comme ça, voilà. Mais ça marchait pour José Corti. Ça marchait, oui. C'est une économie, humble, l'humilité des serviteurs, comme un Charbel de la littérature. Donc Gracq faisait figure un peu de figure emblématique dans ce monde qu'incarnait la maison José Corti. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre avec Julien Gracq ? Eh bien, je raconte là dans mon livre que quand j'ai osé lui proposer un rendez-vous,
Bon, c'est un petit peu comme si vous vouliez écrire à Honoré de Balzac, quoi. C'est un petit peu comme ça. C'est des gens qui sont là, mais qui ne sont pas là. Gracq, on ne sait pas s'il vit ou il ne vit pas. On ne sait pas s'il y a un corps, s'il est déjà décédé. Il venait jamais nous rendre visite, quoi. Beaucoup d'écrivains venaient nous voir, saluer, passer un petit moment avec nous, puis repartaient, on les voyait plus. Mais Gracq ne venait jamais, sauf quand un nouveau livre était annoncé, et encore. Donc c'est moi qui finis par provoquer la rencontre. J'envoie un mot en disant que je travaillais depuis quelque temps pour les éditions José Corti et que j'aurais été très heureux de le rencontrer. Et puis il y a une petite carte de visite qui me revient quelques jours plus tard, avec une écriture vraiment des pattes de mouche comme ça, qui me fixe, qui me propose un rendez-vous, donc rue de Grenelle, où il habitait à l'époque. Vous sonnez à sa porte et puis il n'ouvre pas. Voilà, donc il y a un silence quand même qu'on interroge d'abord en pensant qu'on s'est trompé de jour, que c'est pas la bonne heure, etc. Donc je suis tenté j'ai tellement peur de redescendre, de redévaler les escaliers, et puis j'entends un bruit comme ça, et puis il est là, il ouvre la porte et il est là, il a la tenue du professeur, puisqu'il enseigne à Louis-le-Grand, ou je ne sais pas, il est professeur d'histoire-géographie ou professeur de géographie. Il est... voilà, il a son gilet, il a sa cravate, pas tout à fait la tenue qu'on a à la maison. Et ceux qui m'avaient mis en garde en me disant ne va pas l'importuner, je leur ai donné raison, parce que le démarrage de l'entretien, c'est vous posez une question, vous avez du mal à trouver les bonnes questions, et il répond oui ou non, quoi. Et au bout d'une demi-heure, vous vous dites, bon, c'est fini. Je vais le laisser. Et au bout d'une demi-heure, si vous persévérez, c'est comme s'il revenait. S'il avait été si loin qu'il lui avait fallu cette demi-heure pour revenir devant vous, il est là. Et là, il commence à parler. Et là, c'est le petit lait que vous allez boire. Il a une opinion sur tout. Il est au courant de tout. Donc ce grand absent est en réalité un grand présent. Il vous parle de la politique française, de la politique internationale. Il vous parle du dernier roman dont on est en train de parler à Paris, etc., des histoires, etc. Il est intarissable. Il est drôle. Et avoir réussi, moi, fantôme, à solliciter ce rendez-vous, à dépasser cette première demi-heure qui est vécue comme une épreuve, à l'avoir dépassée, et se rendre compte que cet homme vous considère, prend du temps pour vous donne le meilleur de lui-même par des formules, par une parole onctueuse, vous êtes ressuscité. Expérience très forte avec Julien Gracq. Vous avez souffert de l'absence de votre père, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Vous dites que vous êtes à un moment de votre vie où vous avez besoin de trouver des autorités. Il y a eu Théodore Monod, on n'a pas le temps d'en parler, mais à nouveau, là, les auditeurs vont se transformer en lecteurs très heureux du temps minéral de la guérison. Il y a aussi cette découverte de la danse. Pina Bausch, et vous voulez devenir danseur, vous avez même un moment, ça y est, c'est décidé, enfin ça ne dure que quelques heures parce que devant votre mère, vous vous dégonflez, c'est ça ? Oui. Mais vous avez beaucoup dansé. J'ai dansé toute ma vie, oui. Vous avez un corps de danseur. Mais c'est bizarre, vous voyez, c'est encore ces contradictions. C'est cet homme qui condamne son corps au fer, qui le met dans les hauts supplices, et qui, dès que le corps danse, est subjugué par... Là, vous parlez de vous-même. Hein. Oui, quand je danse, moi, je suis subjugué par la manière dont mon corps sait. Mon corps... Donc, au fond, il y a peut-être deux corps, je ne sais pas comment comprendre ça. Il y a en tous les cas, peut-être le corps énergétique, c'est ce que je découvre ensuite quand je vais m'intéresser un petit peu à toutes ces thématiques. Un corps énergétique, mais le corps qui danse est d'une beauté incandescente. Et c'est mon corps déjà devant la glace quand je danse, ce corps qui s'anime, qui peut être pris d'une espèce de frénésie, d'accomplissement, de gestuel, de joie, et qui dément tellement cet autre corps qui défèque, qui a faim, qui a sommeil, ce corps vraiment insupportable, c'est à peine acceptable. Donc c'est très compliqué. Mais on est quand même là dans le temps minéral de la guérison, parce qu'étape par étape, avec la lenteur dont on parlait au début de l'émission, on est dans une réconciliation progressive, toujours avec vous, avec votre corps. Il y a des pages magnifiques sur la danse, j'invite vraiment les auditeurs à les lire. Si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on parle aussi de votre expérience du zazen et de l'araignée. Oui.
Parce que là, c'est aussi très important. C'est un moment où vous allez même vous sentir bien dans votre corps, Oui, oui. dans une expérience qui pourtant est assez contraignante pour le corps. Ouais. En quelques mots. Oui. Oui, on a progressé, là, on est peut-être depuis 1 heure ensemble, là, je sais pas, mais... j'ai pas compté. On a commencé par ce corps haï, et on est en train de parler d'un corps qui est le porteur de l'expérience intérieure, le corps qui est vraiment l'expression de ce qu'il y a de plus précieux en nous. C'est assez troublant, même pour moi, j'ai beaucoup de mal à lier, à solidariser un petit peu toutes ces expériences que j'ai menées, vous voyez, en pensant que chaque fois c'est vrai. Il y a un corps dégoûtant. Si vous êtes né, c'est pas pour mourir, c'est dégoûtant. Ce corps qui peut tomber malade, c'est dégoûtant. Ce corps qui perd ses dents parce qu'il est trop vieux, c'est dégoûtant. Toutes ces choses-là. Et c'est une incarnation. L'incarnation est une expérience quand même douloureuse. C'est Bouddha qui se heurte à cette étroitesse de l'expérience de l'incarnation. Et puis en même temps, il y a un corps qui est exactement le serviteur de ce qu'il y a d'intemporel en nous, de la grâce la plus absolue, de la beauté dont parlaient Phèdre et Socrate. Donc la danse, à partir du moment où je veux la rejoindre, je la repère comme formulation la plus adéquate chez Pina Bausch et dans son expérience à Wuppertal avec son groupe de danseurs, et je me fais vraiment fort de rejoindre cette expérience. J'ai peur de rien, hein. Donc ça c'est tout moi. De la disparition à tout d'un coup, c'est quand on est dans la bonne ligne, dans le bon sillon, à ce moment-là personne ne peut vous arrêter. Et là, je comprends que cette femme dont j'aime tellement l'expression, le corps, la danse, tout ce qu'elle arrive à dire dans ses spectacles, je veux la rejoindre, je veux rentrer dans cette troupe, dans ce groupe, en sachant à quel point l'expérience est rude. Là aussi, ça me parle. Hein, les danseurs vivent des expériences qui sont quand même très difficiles, à la limite de la 16. C'est du Charbel déjà, hein, d'une autre manière. Un Charbel qui danserait. Mais tout ça me parle tellement magnifiquement. Et donc, en rentrant au Nouvel Observateur, là, on passe quelques années, je vais me faire ami du journaliste qui chronique la danse, Raphaël de Gubernatis, qui va m'amener à toutes les premières. Et notamment, chaque année, Pina Bausch propose un nouveau projet, un nouveau spectacle au Théâtre de la Ville. Et j'ai l'habitude d'aller me planquer au café à côté du Théâtre de la Ville. C'est le Mistral, dont elle a fait son QG. Donc pendant 1 semaine, elle est là pour répéter, mettre au point. Et vous y assistez. Et je suis là dans un coin, j'ose pas là je suis l'être disparu, mais très présent pour les écouter. Et je me dis, mais c'est là que je devrais être. Mais j'ose pas, quoi, c'est pas possible. Je peux pas franchir cette dernière étape. J'ai regardé l'heure, malheureusement. On y passe tellement de temps. Alors, on ne parlera pas du zazen, tant pis. Mais ça a été quand même une expérience très forte où vous avez appris à lâcher le mental et l'angoisse des cerfs sécros. C'est une expérience vraiment très intéressante. Et puis, il y a une expérience avec une araignée. Ben, les lecteurs la découvriront, si vous le voulez bien, parce que j'ai encore quelques sujets un sujet ou deux dont j'aimerais vous parler. On saute, mais c'est cette expérience avec les guérisseuses qui me paraît si importante. En fait, là, vous allez découvrir un monde qui n'était pas du tout le vôtre, et vous allez même décider d'écrire un livre qui, là, vos éditeurs habituels vont pas du tout vouloir vous suivre. C'est pas du tout classique. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez un jour accompagné une amie. Oui. Et là, qui a vécu, vous l'avez accompagnée voir une guérisseuse. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable. Oui. Vous me pardonnez si j'ai fait ce saut, et j'espère que les auditeurs pardonneront. Oui, moi je pense aussi qu'ils vont pardonner. Oui, j'habite Aix-en-Provence à l'époque, et une amie en grande difficulté accepte d'aller, alors que c'était pas du tout sa recherche personnelle, hein, c'est le conseil d'une autre amie qui lui fait comprendre que peut-être là, elle peut trouver une aide, et je l'accompagne, et on rencontre... Là où la médecine classique n'a pas aidé. Voilà, là où
là où on n'a même pas envie de travailler sa matière intérieure, qui est trop sombre, trop de souffrance, on finit par laisser les choses en l'état, parce qu'on ne voit pas trop par quel bout prendre les choses. Et quand on parle, là, je me souviens, quand elle parle de rencontrer cette médium, elle parle comme moi quand je vais voir Charbel. C'est tout d'un coup court-circuiter finalement tous les processus pour aller à la source du problème. C'est pas ce qui nous habite à ce moment-là. Mais quand je l'accompagne voir cette femme... Elle monte à l'étage, vous vous attendez à une séance qui va durer longtemps, et pas du tout. Voilà. C'est ça le plus frappant. Voilà, et donc j'ai beaucoup de questions. Je suis dans la salle d'attente, je les vois redescendre pratiquement 15-17 minutes après avoir escaladé. Donc très très rapidement, vous vous dites, ça n'a pas marché. Je me dis, c'est pas possible, une guérisseuse, ça doit prendre du temps, il faut questionner, ça n'a pas de sens. 17 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire en 17 minutes? Et puis donc mon ami, dans la voiture, on redescend vers Aix-en-Provence, me raconte la scène, je vais la raconter très brièvement au lecteur, parce qu'elle est quand même très parlante. Aux auditeurs. Aux auditeurs, pardon. Bientôt lecteurs. Donc je vais être la guérisseuse, hein, elle s'appelle Véronique, s'adressant donc à mon amie, elle lui dit, écoutez, dites-moi pourquoi vous êtes venu me voir, je suis obligé de vous poser la question. Et cette amie qui est un peu encore entre le oui et le non, hein, et pendant très longtemps elle a refusé qu'on l'aide, et puis là elle a accepté cette démarche, donc une espèce de conflit en elle, et d'une façon un peu agressive, elle répond, c'est vous la médium, c'est à vous de me dire qu'est-ce que je viens de faire ici. Donc la médium comprend qu'il y a une petite résistance, elle essaye de passer autrement pour s'approcher. Elle lui dit vous avez une sœur, je crois. Vous savez, ça se passe comme ça. Elle vous pose une question correspondant à une réponse qu'elles ont déjà reçue. C'est très inquiétant. Il faut. Oui, il y a beaucoup d'auditeurs qui s'inquiètent quand on entend parler de médium, et tant pis, on risque un petit peu. Oui, non, ils ont raison de s'inquiéter. En même temps, ça peut débloquer des situations qui sont terriblement tenaces par ailleurs. Donc, elle lui dit, vous avez une sœur? Et mon ami dit, oui, j'ai une sœur, toujours agacé. Une sœur? Oui, une sœur qui vit à Aix-en-Provence. Non, pas celle-là, l'autre. Vous voyez, vous êtes là depuis 2 minutes sur votre chaise, là, et vous êtes déjà en train d'être dirigé vers l'endroit où vous ne voulez pas aller, c'est-à-dire l'endroit d'une très, très profonde souffrance. Bon, cette sœur que la guérisseuse évoque, c'est une sœur qui s'est donné la mort, tout le naufrage du groupe familial suite à cet événement traumatique. Et puis, on lui demande si elle n'a pas en permanence des problèmes d'arthrose à la hanche droite, elle ne se cogne pas l'épaule droite, elle ne se fait pas mal au pied, etc. On va toujours sur le côté droit, et oui, elle répond oui, et la guérisseuse lui dit, écoutez, je ne peux rien pour vous, d'où les 15-17 minutes, on va arrêter là, je ne vous fais pas payer, mais votre sœur est là, elle est collée à vous par le côté gauche. En principe, mon ami, qui est très rationnel, se lève, tord le cou de la guérisseuse et s'en va, quoi. Et contre toute attente, elle accepte la proposition de la guérisseuse d'aller voir un prêtre. Un prêtre orthodoxe. Qui libère les âmes pour que d'abord on permette à cette sœur de partir avant de faire un travail. Et ça a marché. Et le résultat est absolument surprenant, et je décide de suivre le même chemin. Vous avez suivi parce que vous-même, on n'aura pas le temps mais vous avez vécu quelque chose de très traumatique aussi vous-même, que vous allez suivre un rituel. C'est un sujet dont j'aimerais qu'on l'évoque juste en cette fin d'émission, parce que c'est important. Vous avez parlé de Sandrine Chonives tout à l'heure. C'est justement ce rapport avec les morts, avec nos morts. Oui. Vous avez cette phrase: portez soin et attention à nos morts, à leur âme, leur destinée post-mortem, les convaincre par tout moyen de partir, leur rompre les amarres, sans quoi la vie des vivants, comme des morts, reste entravée, empêchée. C'est une chose que vous avez découverte, et c'est une chose que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de découvrir, dont parlait Thibaut de Montaigu l'été dernier sur ZTO, dont parlait Sandrine Chonives il y a 2 mois avec La forteresse des âmes mortes. On ne se rend pas compte effectivement que nous n'avons pas prêté suffisamment attention à nos morts. Oui. Et qu'il y a des morts qui ne sont pas encore bien morts. Oui, ça j'en avais eu le pressentiment déjà très tôt en considérant ces cimetières où étaient entreposés les morts, où on venait faire un peu semblant de leur rendre visite le jour de la Toussaint, le jour des morts. Mais j'ai toujours été très mal à l'aise avec le sort réservé aux morts. Et j'ai mené aussi enquête, là j'ai beaucoup travaillé. Avec les guérisseuses, puisque vous avez été voir plusieurs guérisseuses. Voilà, mais avant ça, j'avais publié une encyclopédie sur la mort aussi, et l'immortalité, etc. Enfin, j'ai publié écrit avec Frédéric Lenoir aussi sur la mort. Voilà, j'ai publié pas mal de choses sur le sujet, en considérant que, au fond, une société qui ne croit plus à la mort, qui ne croit plus aux morts, engage une relation particulière avec la vie.
Au fond, il s'agit de la vie, hein, et de la manière dont on accepte de la vivre. Cette relation siamoise entre la vie et la mort a toujours été posée par toutes les traditions. C'est-à-dire qu'on ne peut vivre sa vie qu'en s'occupant de ceux qui sont partis. Et on ne s'en occupe pas une fois par an, le jour de la fête des morts, on s'en occupe. Et précisément quand la mort est dramatique, c'est ce que Sandrine Chenives a dû vous expliquer, les malmorts, ce sont des gens qui n'ont pas pu terminer quelque chose, qui sont partis trop tôt dans des conditions dramatiques, et c'est aux vivants de faire en sorte de leur dire tout est bien, l'expérience a duré peut-être 13 ans au lieu de 83, mais c'est accompli. Hein, c'est accompli, tu peux partir, on est heureux, etc. Il faut laisser partir l'âme. Et c'est le travail qu'on fait quand on est un vivant. Et ça nous libère, nous aussi. Voilà, la question, c'est à la fois altruiste, mais c'est très égotique. Hein, c'est que si je libère le mort, en conséquence, il va me libérer aussi. Et je vais retrouver finalement une intégrité que j'avais perdue du fait de sa présence. Donc toutes ces guérisseuses que j'ai rencontrées, sans le savoir, hein, on parlait toujours de ce problème que je traduis par l'expression problème diplomatique des vivants avec les morts. Donc au fond, la plupart des gens qui viennent voir des guérisseuses dans le monde, en réalité, souffrent d'un problème diplomatique avec un mort, sans le savoir, parce que pour eux, les morts, ça n'existe plus. Et en réalité, une grande tante qui est partie il y a 10 ans, est le problème qu'ils ont et qui s'est traduit en différents dysfonctionnements, mais dont l'origine ne pouvait pas être la perte d'une grande tante 10 ans plus tôt. Ça n'a pas de sens. Et pourtant. Voilà. Donc, je pensais que c'était important d'en parler. C'était important, c'est en lien avec cette rencontre avec Sandrine Chenives, oui, qui était déterminante. C'était vraiment un moment important pour moi et pour ce podcast. Et puis, le lien est aussi avec Marguerite Cardoz, parce qu'elle fait partie de ces femmes, oui, que vous avez rencontrées. Marguerite Cardoz, qui était en fait à l'origine une linguiste et qui un jour a découvert que son fils, très malade, c'était elle qui pouvait sans doute le soigner et le guérir. Vous l'avez invitée ici ? Oui, Marguerite souvent est une habituée, est une amie. Et puis c'est grâce à Marguerite que j'avais rencontré Sandrine Chenives, mais elle va être gênée qu'on parle d'elle à nouveau. Mais je crois que c'était vraiment très important, parce que qu'on développe cette meilleure connaissance de la mort et cette réconciliation, oui, aussi avec nos morts. Tout à fait d'accord. Malheureusement, il y a tellement de sujets que j'aurais aimé évoquer avec vous, Jean-Philippe de Tonoc, mais j'espère qu'il y aura d'autres rencontres. Le temps minéral de la guérison, Azim. À la fin de votre livre, Le temps minéral de la guérison, il y a une surprise. C'est que vous révélez que ce temps minéral de guérison, c'est aussi pas que de la guérison, il y a aussi la découverte d'une maladie, oui, qui est la vôtre aujourd'hui. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si on en parle, parce que ça va peut-être écraser un petit peu l'entretien. On va laisser aux gens le soin de découvrir. Juste en 2 mots ? Bien, quand j'ai signé mon contrat, je ne savais pas que je souffrais de cette maladie. Donc, j'étais prêt à travailler sur le parcours effectué, le parcours qui m'avait conduit à cette région pacifiée, avec ce Mont Bouquet, hein, qui symbolise un peu cette paix conquise. Et c'est en commençant le travail d'écriture que j'ai appris que j'avais une maladie neurologique assez grave, qui hypothèque finalement mon avenir. Hein. Il y a une échéance de vie qui est assez courte. Mais une fois le diagnostic posé et le moment de vacillement, bien compréhensible, je me suis dit qu'une nouvelle épreuve commençait. Et je vis ce moment avec une extrême acuité à nouveau. Je suis au meilleur endroit finalement pour terminer mon parcours. Vous avez l'échéance. La plupart des gens oublient qu'ils vont mourir un jour. Là, vous savez, on vous le rappelle et on vous donne une échéance. On vous donne le scénario pratiquement. C'est comme si on vous racontait les 2 dernières saisons de la série. Et du coup, vous pouvez à nouveau être ce grand vivant qui sait qu'il va mourir et qui vit intensément ce qu'il a à vivre parce qu'il sait qu'il va mourir. Donc, je ne suis pas du tout malheureux de vivre ce que j'ai à vivre. Je suis un peu empêché. Voilà, à nouveau, je me retrouve un peu dans ce que j'ai connu avec l'anorexie. J'ai à nouveau un corps qui refuse, dont je suis séparé.
Donc la maladie dont je souffre, c'est la difficulté d'une transmission de l'information jusqu'aux muscles. Donc petit à petit, vous êtes affecté dans différents compartiments de votre existence quotidienne. C'est proche de la maladie de Charcot. Oui, c'est ça. Donc là, pour l'instant, ça se porte sur mes mains. Donc mes mains sont pratiquement là incapables de faire grand-chose. Donc l'écriture est probablement condamnée à très brève échéance. Hein. Donc ça m'interroge beaucoup, vous voyez, sur ce parcours qu'on vient d'essayer de résumer, hein, qui avait ce questionnement de l'incarnation au cœur, et se retrouver dans cette expérience-là, d'avoir à vivre un corps qui ne répond plus. Le mot disparition paraît à nouveau requis. Le corps est en train de disparaître, alors que moi, je me sens comme jamais je ne me suis senti, présent, capable de vous parler. Autrefois, j'aurais jamais osé affronter des questions comme celle-là. Capable d'engager une relation avec le monde, avec mes enfants. Enfin, tout s'est incarné autour de moi et moi, je suis en train de disparaître. Mais comme vous le dites dans le livre, le temps minéral, vous écrirez une suite au temps minéral, vous êtes peut-être en train déjà de l'écrire, une suite à la suite jusqu'à l'éternité, qui est l'autre nom du temps minéral. Oui. En fait, c'est ça le temps minéral, c'est déjà rentré dans l'éternité. Oui. Donc j'aimerais juste, avant de se quitter, on a parlé de votre mère, il y a une expérience très traumatique liée à votre mère que les auditeurs découvriront. Mais c'est d'où la dernière phrase de votre livre qui est tellement émouvante quand on y pense. Votre dernière phrase, c'est être, et c'est le conseil que vous donnez au lecteur et donc à l'auditeur, être à soi-même une mère inconditionnellement aimante. C'est magnifique. Oui, vous voyez un petit peu tout ce que ça résume là. Tout ce que ça porte. Quant à mon parcours, hein, oui. Une mère que j'ai eue et qui n'a pas pu s'aimer elle-même, et donc si vous vous aimez pas vous-même, vous aimez assez mal hein, le monde, vos enfants et l'histoire qui vous est donnée de vivre. Et puis moi-même qui ai mis tout ce temps à peut-être à ne pas m'aimer comme ma mère m'aimait, mais à m'aimer comme une mère inconditionnellement aimante aimerait. Tout ce travail qu'il faut faire pour arriver à s'accepter et s'aimer. Aimer son incarnation, aimer tout de son incarnation. Même si on doit partir, repartir, le temps qu'on passe là, avec lui, doit être un temps d'amour. Et c'est tout un travail. Je tiens à vous remercier de tout cœur, Jean-Philippe de Tonac, pour ce temps que nous avons passé ensemble, qui était tellement court, beaucoup trop court. Il y en aura d'autres, hein, j'espère. Et à Uzès, je viendrai vous voir la prochaine fois. Plaisir. J'ai très envie, surtout que je sais que Sandrine Chonivet, c'est pas très loin. Voilà. Je tiens à vous remercier. Un dernier mot que vous voudriez ajouter juste avant qu'on se quitte? Oh non, j'en ai beaucoup dit déjà. Hein. Je pense que voilà, tout est dit. Tout est dit. Merci en tout cas Jean-Philippe de Tonac, Le temps minéral de la guérison aux éditions Actes Sud. On a parlé aussi d'Azim tout à l'heure aux éditions Actes Sud. Le cercle des guérisseux, ça c'est chez Trédaniel. Merci chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode.